suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous retrouve pour une nouvelle semaine de lecture. J'ai commencé, mais j'ai pas encore lu grand chose, Le Fléau de Stephen King qui faisait partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et dans cette pile à lire, c'était le livre qui me faisait le plus peur parce que j'ai peur que ce soit pas mon style. Mais j'en ai discuté ce matin avec Florence de la chaîne et du compte Instagram Flow and Books qui m'a dit qu'en fait c'était pas de la SF, c'est vraiment une aventure humaine où on va suivre plusieurs personnages. Il y a un virus qui se propage. Je vous ferai un résumé plus détaillé plus tard parce que là je suis arrivée à la page 53. On a juste rencontré plein de personnages, mais je sais pas encore vraiment vous en parler. Mais par contre, c'est un beau bébé qui fait presque 800 pages et qui n'est clairement pas écrit très gros. Donc je vais avoir de quoi faire, je pense que ça va bien m'occuper. Je viens de terminer un pavé de 600 pages hier et j'avais juste envie de replonger dans un pavé. Pour l'instant, c'est de ça que j'ai envie, donc je ne me pose pas plus de questions que ça. Et alors je voulais juste vous montrer, tout à l'heure je suis allée faire quelques petites courses et je suis passée chez Trafic, c'est un magasin qu'on a en Belgique, et j'ai trouvé une super belle tasse de Noël. J'essaye de pas craquer pour trop de vaisselle parce que je me dis ça sert à rien d'avoir 2000 trucs différents, mais celle-ci je l'ai trouvée super mimi et assez sobre, je pense pas que je vais trop m'en lasser. Je suis pas du tout dans le mood Noël, malgré ce que cette tasse peut laisser penser, c'est juste que je me suis dit que si je l'achetais pas maintenant, elle serait peut-être plus là plus tard, donc je l'ai déjà prise, mais clairement je suis encore dans mes lectures de l'automne, pour moi on est encore en plein automne, je ne me visualise pas du tout à Noël, et je me suis également acheté de la laine chez Trafic. J'ai passé plus d'une heure hier à le regarder. Tu l'as déjà? Non, Ouf. Puis, tu termines? un peu. Elle dormit quelques heures dans la matinée et rejoignit sa collègue plus tôt que d'habitude. C'était le soir de Noël et les bureaux se vidaient à 5 heures. Je viens un petit peu vous parler du Fléau parce que j'en suis arrivée à la page 117, donc je peux déjà vous faire un premier résumé, vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Au niveau de l'histoire, c'est un peu compliqué à résumer parce qu'en fait, pendant ces 100 premières pages, Stephen King s'est attelé à mettre en place son contexte, à construire ses personnages. Donc pour l'instant, il ne s'est pas encore passé énormément de choses, mais pour autant, je trouve ça passionnant. En gros, on est avec différents personnages dans différents coins des États-Unis, parce qu'on a certains personnages qui sont au Texas, d'autres en Californie, un à New York et une dans le Maine. Ça, c'est les principaux qu'on suit. J'imagine qu'on va peut-être en rencontrer d'autres par la suite. Tout commence avec un homme qui s'appelle Charlie, qui travaille dans un laboratoire et qui un jour rentre en panique chez lui, réveille sa femme et lui dit qu'ils doivent absolument partir avec leur petite fille de 3 ans parce que tout le monde est mort sur son lieu de travail et donc on n'a pas beaucoup d'informations à ce moment-là, c'est pour ça que je vous en dis pas trop. Mais donc il lui dit on doit partir, on doit vraiment plier bagages et s'enfuir, donc ils partent de la Californie en voiture et ils vont atterrir dans un petit bled du Texas qui s'appelle Arnett. C'est un bled où il n'y a pas beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de chômage, c'est pas hyper funky comme ambiance là-bas. On va y rencontrer certains hommes qui boivent un verre dans une pompe à essence, qui discutent un petit peu de leur situation. Il y a ceux qui sont au chômage, ceux qui travaillent encore un petit peu, mais de manière un peu dispersée, parce qu'en fait les grosses industries de la ville ont soit fermé boutique, soit souffrent énormément à cause de la crise. Et Charlie et sa famille en voiture vont venir percuter la pompe. On les retrouve dans un état déplorable et en fait on comprend qu'un virus se propage. On ne sait pas encore exactement de quel virus il s'agit, mais tout ce qu'on sait c'est que c'est un virus qui a un taux de contamination de 99,4% et aussi on se rend très vite compte qu'en fait un vaccin ne sera pas possible parce que ce virus se modifie selon l'organisme de la personne qui l'attrape. Donc quasiment impossible d'établir un vaccin. En parallèle, on va aussi suivre une jeune fille dans le Maine, comme je vous le disais, qui elle a une vingtaine d'années et découvre qu'elle est enceinte. On est dans les années 90, donc c'est pas super évident à assumer parce qu'elle n'est pas mariée forcément.
Et donc c'est un peu compliqué pour elle. Et on suit également un musicien new-yorkais qui était parti vivre quelques années à Los Angeles et qui là rentre à New York chez sa mère parce que pendant des années il n'a pas trouvé le succès. Ces dernières semaines sa musique a émergé, il est enfin dans le hit parade, ça marche bien pour lui. Mais il a fait des grosses soirées, il a dépensé beaucoup d'argent de manière un petit peu absurde, donc il rentre chez sa mère. Les deux derniers personnages dont je vous parle, pour l'instant, ne sont pas encore concernés par cette histoire de virus, mais j'imagine que ça va arriver d'une manière ou d'une autre. J'avais peur qu'on soit sur quelque chose de très scientifique. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on est vraiment dans de l'humain. Et c'est ce que j'adore. Je trouve que King dépeint toujours tellement bien les personnages. On a pour chacun le contexte autour de leur vie, même si ce sont des personnages secondaires. Avec quelques mots, il nous en apprend plus sur eux. Je trouve que c'est hyper bien fait. Ça rend le tout hyper passionnant. Je suis vraiment très très prise dans l'histoire. J'espère que ça va pas devenir super scientifique avec des détails sur le virus parce que ça m'intéresse moins. Et j'espère qu'on va rester dans ce lien entre les personnages parce que c'est ça qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je suis allée manger avec mes parents ce midi et pour me remercier d'avoir gardé leur chien, ils m'ont offert, enfin c'est pour moi et mon copain, ils nous ont offert le prix Goncourt, Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea. Là c'est encore le vieux bandeau pour me dire que c'est le prix du roman Fnac, mais c'est surtout le prix Goncourt. Il y a quelques mois, j'ai lu Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea que j'avais adoré la plume que j'avais trouvée très très belle. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Je vous laisse le résumé. Moi volontairement je ne le lis pas parce que j'ai pas envie d'en savoir trop avant de commencer le roman. Mais je trouve la couverture très belle et je suis vraiment impatiente de le découvrir. Je viens pas beaucoup vous parler cette semaine parce qu'en fait je ne lis presque pas. Je suis toujours dans le fléau de Stephen King et j'ai juste lu un tiers. En fait c'est bien. Chaque fois que je suis dans le roman, je suis immergée et j'aime bien. Mais c'est tellement dense qu'il faut toujours que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour me mettre à la lecture. C'est vraiment pas le genre de livre vers lequel je me tourne de manière très spontanée et donc je me dis pas du tout « Ah ben tiens, je lirai bien quelques pages maintenant ». Non, il faut que je me dise « Allez, tu vas aller lire ». Donc c'est quand même un point un peu négatif, c'est que j'y retourne pas de manière spontanée. Mais je trouve que c'est très bien, c'est simplement que l'univers est très dense, il y a beaucoup de personnages et ça n'évolue pas forcément très très vite. Donc je pense que tout ça ensemble fait qu'en fait c'est pas une lecture fluide pour moi et je pense que je vais être relativement contente quand je vais l'avoir terminé parce que je vais me dire ok c'est fait. Bon après il y aura encore le deuxième tome mais donc on est sur une lecture comme ça un peu compliquée à détailler, c'est un peu compliqué de vous expliquer mon ressenti de lecture parce que je trouve ça très bon mais ça m'emballe pas non plus à fond et j'ai pas envie de le dévorer. Je l'aurai pas terminé demain, ça c'est sûr. Donc à mon avis, je vais le lire en plus ou moins 2 semaines. Je vois pas comment ça pourrait accélérer d'un coup, sauf si d'un coup je suis vraiment prise dans le truc à fond. Mais comme je vous dis, j'ai lu un tiers là et pour l'instant c'est pas encore arrivé. Il y a certains personnages auxquels je suis attachée et tout, mais pas au point de le lire vraiment très très vite. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire parce que j'avance pas tellement, donc j'ai pas tellement de choses à vous dire. Je vous reprends quand j'avance ou quand j'ai lu peut-être une bande dessinée pour couper tout ça. Peut-être que je vais faire un truc comme ça pour un peu me changer les idées au niveau de la lecture. Pour faire une petite pause dans Le Fléau de Stephen King, que j'aime bien, franchement je vous disais hier que j'avais du mal à me remettre dedans, ce matin j'ai lu sans trop de difficultés donc je le reprendrai tout à l'heure, mais pour faire quand même une petite pause j'ai décidé de me caser un graphique et je vais lire Vague de froid de Jean Crémers aux éditions Le Lombard. Je l'avais reçu dans le cadre de l'opération Lisez-vous le Belge, donc il faut que je le lise parce que l'opération elle termine fin novembre. Je pense qu'il a gagné un prix en Belgique, mais j'en suis plus sûre. Donc je vais lire ça, je vais chercher les informations et je vous donnerai tout par la suite. J'ai terminé Vague de froid de Jean Crémers. Je vous disais que je pensais que la BD avait gagné un prix. Effectivement, elle a gagné le prix Rossel en 2023, le prix Rossel de la BD. Donc c'est un prix décerné en Belgique. Jean Crémers, il est tout jeune. Je ne sais pas pourquoi. J'avais en tête un monsieur d'un certain âge, mais pas du tout. En fait, il est né en 96, donc il est tout jeune.
On va suivre dans cette bande dessinée deux frères liégeois qui vont partir en voyage en Norvège. Ils partent avec leur petite voiture depuis Liège et ils vont prendre un ferry et puis après ils vont traverser la Norvège en faisant du camping. Ils veulent vraiment un voyage très nature. Ces deux frères, ils sont assez différents. On a le grand frère Martin qui est très torturé. On comprend qu'il a vécu des choses difficiles. On comprend qu'il est séparé de la femme qu'il aime, de la femme qui partageait sa vie depuis 10 ans. On comprend qu'il y a une distance qui s'est mise entre eux, mais on comprend pas très bien ce qui s'est passé. On va le comprendre au fur et à mesure. Et il est aussi en froid avec ses parents, en particulier avec son père. Et alors on a le plus jeune frère, Jules, qui lui est beaucoup plus désinvolte et qui est moins sombre, qui est étudiant en études d'art en Belgique et qui a raté ses examens et doit repasser un cours, je crois que c'est un cours de croquis. Et pour ce faire, il doit remplir un petit carnet de dessin et il se dit que le voyage en Norvège sera la parfaite occasion de faire ça. Et Martin, le grand frère, il est passionné par les divinités nordiques et donc il raconte plein d'histoires par rapport à ça. Il y a un secret qui va être dévoilé à la fin qui n'est pas non plus extrêmement dur à trouver, je l'avais plus ou moins vite compris. Après c'est pas vraiment autour de ça que tourne le propos, c'est vraiment quelque chose qui est plus profond, qui est plus dans les relations entre les humains, les relations entre ses frères. On comprend que Martin, il a vraiment une vie qui est compliquée, qui est difficile et pour découvrir tout ça, on voyage en Norvège. C'est un peu le petit bémol pour moi de la BD, c'est que je trouve que l'aspect voyage est pas vraiment poussé à l'extrême. J'aurais aimé avoir plus de paysages, j'aurais aimé avoir un peu plus de voyages. Oui, et j'ai pas dit, mais la BD s'appelle Vague de froid parce qu'au moment où ils sont en Norvège, une vague de froid est annoncée sur le pays. Et je pensais que ça allait prendre une importance plus forte que ce que ça a concrètement. Au final, j'ai l'impression que le voyage en Norvège est plus anecdotique et que l'idée c'est surtout de dépeindre cette relation entre les frères et de comprendre l'histoire de Martin. C'est vraiment ça qui est mis au centre de la bande dessinée, mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé un peu plus de voyage là-dedans, un peu plus de dépaysement que j'ai pas forcément eu énormément. J'ai beaucoup aimé le trait de Jean Crémers, j'aime bien ce genre de dessin là, c'est quelque chose qui me parle, je trouve que c'est assez doux, assez délicat et très beau. Donc dans l'ensemble, c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé découvrir cette bande dessinée. Je vais la garder dans ma bibliothèque parce que je me dis que j'aurais peut-être envie de la relire à un moment ou à un autre. Donc c'était une lecture très sympa. Là, je vais aller promener Kenzo, il a entendu le mot magique, et je vais continuer à écouter mon livre audio d'ensemble, c'est tout. J'ai écouté 8h/10, donc j'avance bien, et je découvre plein de choses sur les personnages, c'est vraiment une super chouette lecture audio et chaque fois je suis très contente de m'y remettre. Je viens de tourner une vidéo donc je profite du fait d'être toute apprêtée avec un beau décor derrière moi pour vous dire que j'ai pas tellement avancé au niveau de la lecture donc j'ai pas grand chose à vous dire de plus, mais hier je suis allée au cinéma, je suis allée voir Napoléon avec mon copain. Mon copain connaît très bien l'histoire de Napoléon, il a notamment lu la tétralogie de Max Gallo, il regarde beaucoup de reportages sur ça donc il connaît très bien l'époque napoléonienne. On savait qu'on n'allait pas voir un film historique, on savait qu'il y avait plein d'erreurs historiques, et d'ailleurs il y en a pas mal. Je suis pas une spécialiste, mais voilà, on voit que certaines choses sont assez romancées. En plus, ça va assez vite parce que moi qui suis pas une grande spécialiste, j'aurais aimé avoir plus d'explications sur l'ascension au pouvoir de Napoléon. Pour autant, c'est un bon divertissement, moi j'ai passé un bon moment. Il faut savoir que Ridley Scott se base principalement sur la relation amoureuse de Napoléon et de Joséphine de Beauharnais. C'est vraiment la partie centrale. Si vous vous attendez à voir des choses plus historiques, plus politiques, clairement ça va pas vous plaire parce que c'est en toile de fond. Les images sont dingue, notamment la bataille d'Austerlitz, j'ai trouvé ça magnifique. Et alors il faut savoir aussi que la figure de Napoléon est extrêmement glorifiée dans le film, on le présente comme un héros, on remet pas du tout en question certains de ses actes qui sont plus que discutables, voire parfois carrément complètement désastreux. La figure napoléonienne est dressée un peu en figure mythique, sans remettre en perspective et sans rappeler certaines choses que Napoléon a faites qui ne sont pas vraiment exemplaires. Comme ça, vous avez mon avis sur le film Napoléon si jamais ça vous intéresse. La salle était remplie alors que c'était une très grande salle. Je pense que c'est un film qui va avoir beaucoup de succès.
Si vous y allez pour du divertissement, ça fonctionne bien. Si vous en attendez vraiment quelque chose de précis au niveau historique, n'y allez pas. J'ai terminé mon livre audio d'Ensemble c'est tout. Je vous en ai pas encore vraiment parlé dans ce vlog-ci, mais j'en avais parlé dans le vlog précédent. C'est un livre audio un peu particulier parce qu'en fait, il y a plusieurs acteurs qui incarnent les personnages et il y a un acteur qui est le narrateur. Ça donne vraiment quelque chose de très vivant, de très dynamique. J'ai adoré ma lecture audio, honnêtement. Jusqu'à présent, je pense que c'est le livre audio que j'ai écouté, que j'ai préféré. En plus de ça, l'histoire elle est super mignonne, super tendre. Je vous avais déjà dit que j'avais un attachement particulier au film, mais que je n'avais jamais découvert le roman et que c'est pour ça que j'avais choisi de l'écouter en audio. Pour vous faire un petit résumé, on va suivre principalement 4 personnages qui sont tous un peu dans une situation compliquée dans leur vie. On a Philibert qui a plein de tocs, qui est très angoissé, très anxieux, qui bégaye. Voilà, ça va pas très bien pour lui au niveau sentimental. On a Camille, une jeune femme qui vit dans un endroit insalubre, un petit studio sous les toits, qui est femme de ménage, qui adore dessiner. On a Franck, qui est cuisinier, qui se tue à la tâche, qui fait que travailler et voir des filles fumer, mais il fait pas grand chose d'intéressant, il n'a pas vraiment de liens sociaux, si ce n'est sa grand-mère, Paulette, qui est tombée, elle a chuté chez elle, ce qui fait qu'elle ne peut plus vivre seule, elle est envoyée à l'hôpital et elle a très peur d'être envoyée en maison de retraite. Bref, ces 4 personnages vont se rencontrer et vont se tirer vers le haut les uns les autres. C'est quelque chose de très beau, de très doux, de très tendre. Ça m'a vraiment beaucoup plu au niveau de l'histoire. Le début est assez proche du film, mais au fur et à mesure, je trouve que ça s'éloigne un petit peu. Il y a certaines intrigues secondaires qui sont développées, ce qui n'était pas pour me déplaire. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, surtout en ce qui concerne le personnage de Camille. On en apprend beaucoup plus que dans le film. Mais si vous connaissez pas l'histoire, je vous conseillerais toujours de commencer de toute façon par le livre, par l'œuvre originale. Et en parlant de ça, hier soir, j'ai vu sur Netflix le film Là où chantent les écrevisses. Au mois de septembre, j'ai lu le roman de Delia Owens que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé le film aussi. Je trouve qu'il est très fidèle au roman. Tout est retranscrit de la manière dont je l'imaginais. Je pense qu'il y a simplement une petite différence au niveau de la construction parce qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet dès le début du film. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était très bien. J'ai adoré, j'ai passé un super bon moment avec ce film. Donc n'hésitez pas s'il vous tente, il est sur Netflix. Maintenant, je vais faire une petite session d'écriture. J'avance bien dans mon manuscrit. Donc j'ai la motivation pour faire ça et j'avance dans le fléau, mais c'est toujours très lent, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. J'espère que ce sera demain ou après-demain. Je reviens parce que j'ai enfin terminé Le Fléau. J'ai mis très longtemps à le lire, j'ai mis 1 semaine et demie, presque 2 semaines. Il faut dire que c'est un roman qui n'est pas petit et qui est très dense. Mon avis n'a pas tellement changé par rapport à ce que je vous avais dit. Il y a des choses que j'ai vraiment adorées dans ce roman, il y a d'autres choses que j'ai moins aimées. J'ai adoré les personnages, la construction des personnages, parce que King arrive vraiment à nous créer des personnages ultra complexes, ultra détaillés. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment très bien fait, très bien maîtrisé. Mais le problème, c'est qu'il y en a vraiment
énormément. Donc je vous ai parlé de quelques personnages au début, on s'arrête pas du tout à eux, on en rencontre plein, il y en a beaucoup qui meurent vu qu'on est dans le cadre d'une pandémie, donc c'est un peu compliqué déjà de différencier tous ces personnages de prime abord, il faut un peu s'accrocher. Et puis après, je me suis pas attachée à tous. Ce qui fait qu'il y avait certains chapitres où on suivait certains personnages qui me plaisaient moins, qui m'intéressaient moins, et du coup j'étais moins dedans. Et de manière générale, je trouve que ce qui pêche dans ce roman, c'est qu'il est beaucoup trop long. Il y a plein de longueurs, il y a beaucoup de moments où je me suis ennuyée, surtout vers la fin. Parce qu'au début, tant qu'on était dans la description de ces personnages un petit peu aux quatre coins des États-Unis, ça me plaisait pas mal. J'acceptais les longueurs parce que je me disais qu'elles servaient à nourrir le personnage et à lui créer plusieurs facettes, à en faire un personnage complet et complexe. Mais les longueurs, par la suite, quand on part plus en mode aventure avec les survivants, là, ça m'a moins parlé. Je suis pas du tout une lectrice qui aime l'action, les grosses aventures, les grosses péripéties. Dans ces livres, je sais que je dois être dans le peu de pourcentage de lecteurs qui n'aiment pas ça. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'aime quand King nous dépeint vraiment l'âme humaine, les personnages humains, des personnages torturés, des personnages compliqués. Et donc, c'est l'aspect que j'ai adoré dans ce roman-ci. Mais sur la fin, j'avoue que sur les 200 dernières pages, il y a parfois certains passages que j'ai plus lus en diagonale. Si on en restait à ce tome-ci, ça se passerait bien. Je me dirais que c'est une bonne lecture, mais ce qui m'effraie un petit peu, c'est qu'il y a un deuxième tome. Je vais essayer de le lire dans pas trop longtemps, mais en même temps, je vous avoue que si on me disait que là, je dois enchaîner sur le deuxième tome, j'aurais peur d'être carrément dans une panne de lecture, tellement que c'est dense et tellement que ça prend du temps à lire. Donc je vais essayer de pas trop faire traîner, mais ce sera pour début 2024, pas pour maintenant. Maintenant, j'ai envie de faire une pause du fléau, mais c'est le fait qu'il y ait cette suite qui arrive qui m'inquiète parce que je me dis wow, la suite peut vraiment être soit géniale, soit tirée en longueur. Donc on verra bien, je vous en parlerai à ce moment-là. C'est pas un flop de lecture, pas du tout, parce que je trouve que c'est un bon roman. Il y a plein de bons ingrédients dedans, il y a plein de trucs qui fonctionnent. Mais c'est pas du tout un coup de cœur pour moi. À vrai dire, à ce jour, c'est un des King que j'ai peut-être le moins aimé lire. Et alors, ce soir, je crois que je vais me faire une petite soirée film de Noël. Autant au début de ce vlog, je crois que je vous disais que j'étais pas encore dans l'ambiance de Noël, mais on était le 20 novembre. Maintenant, on est le 1er décembre, j'ai ouvert mes premières cases des calendriers de l'Avent, donc je commence à me mettre dans un mood Noël, même si rien n'est encore décoré en mode Noël chez moi. Mais je crois que je vais me faire un petit film de Noël avec une petite tisane et que je vais me faire une petite soirée bien pépère parce que je suis toute seule et donc je vais en profiter. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, ça a été journée sapin. Je suis très contente, j'adore cette ambiance dans la maison. Je trouve que ça donne tout de suite un côté super chaleureux d'avoir le sapin. Donc je suis très contente de me mettre devant pour vous parler. Normalement, je devais aller passer la soirée avec ma maman, mais comme il a neigé toute l'après-midi et que je n'ai pas encore les pneus neige et que j'habite au sommet d'une colline avec une grosse côte à descendre et puis à remonter en rentrant, c'est trop dangereux de prendre la route. Donc je vais rester chez moi ce soir. Et je vais faire une petite soirée lecture. Je suis dans La femme seule d'Héloïse Steyart. J'en suis plus ou moins à la moitié. J'avance bien, donc je vais essayer de bien avancer ce soir parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de Lisez-vous le Belge. Je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment une opération pour promouvoir la littérature belge. Mais normalement, ça se déroule sur le mois de novembre. J'ai pris un peu de retard, je voulais le lire toute fin novembre et en fait, comme la lecture du Fléau m'a pris plus de temps que ce que je pensais, tout a été un peu décalé. Je suis pas du genre à faire des plannings de lecture, je suis assez admirative des personnes qui font ça. Parce que moi j'ai pas du tout la rigueur de faire ça, ça me bloque en fait, je me rends compte rien qu'avec ce livre-ci. Je suis toute stressée parce que je me dis il faut que je le lise parce que c'est pas cool par rapport à la maison d'édition, je devais le lire en novembre, j'ai un peu de retard et ça me stresse et j'y pense et j'ai pas envie de ça, j'ai vraiment pas envie d'avoir de la pression donc j'ai envie de le terminer comme ça c'est fait.
Pourtant j'aime bien le texte, mais en fait je suis dans un sentiment un petit peu de dépêche-toi, t'es déjà en retard, t'as pas le temps de commencer à prendre le temps justement. Mais l'histoire est pas mal. On commence avec un prologue, on suit une femme qui a des enfants, notamment un bébé, mais je crois qu'elle a un autre enfant en bas âge si je me rappelle bien. Et elle est complètement surmenée, elle en peut plus, elle aimerait juste avoir du temps pour elle. Et on va faire un retour dans le passé, on va voir la rencontre avec son petit ami et puis l'évolution de leur relation jusqu'à aboutir à cette famille. Au début j'étais un peu décontenancée parce que on a chaque fois des ellipses temporelles entre les différents chapitres. Il y a plusieurs mois qui passent et j'avais du mal à comprendre où on en était, à comprendre la linéarité. Une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est assez simple. Le livre aborde beaucoup de réflexions assez profondes, assez intéressantes. Il y a certaines choses qui me parlent, d'autres qui me parlent moins, mais toujours est-il que c'est vraiment le monologue intérieur d'une femme. Alors on la suit dans ses interactions, principalement les interactions avec l'homme qui partage sa vie, parfois ses amis, mais on suit beaucoup toutes ses réflexions intérieures. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur tout, qui ne vit pas vraiment les choses en se disant on verra plus tard, mais tout est sujet à remise en question, à doute. J'aime plutôt bien la plume. Alors parfois il y a des phrases qui me plaisent moins, c'est moins mon style. C'est un style au présent, avec des phrases très courtes, mais parfois les phrases elles sont composées que d'un seul mot. C'est vrai que c'est pas le style auquel je suis le plus sensible personnellement, mais voilà, c'est un style qui passe bien. Et j'ai envie de découvrir la suite de l'histoire. On dirait presque en fait que c'est un récit de vie et pas que c'est un roman, mais je pense qu'on est vraiment sur du roman. De toute façon, l'héroïne s'appelle Elena, donc je ne pense pas que ce soit l'histoire de l'autrice, mais peut-être qu'elle s'est inspirée de choses qu'elle a vécues au niveau de la charge mentale, etc. Voilà, plein de thématiques intéressantes, donc je vais continuer ça ce soir. Je ne sais pas si je le terminerai ce soir, mais en tout cas, vu le changement de programme, j'ai un peu de temps pour lire. Je vous ai mis quelques petites images. Hier, je suis allée au marché de Noël avec ma sœur. J'ai vraiment pas beaucoup filmé parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. J'ai rien acheté au marché de Noël, mais j'ai acheté quelque chose d'autre en sortant du marché. J'ai oublié de le prendre avec moi, je vais vite le chercher. Dans la boutique, le comptoir de Mathilde, qui est juste à côté de la Grand Place, j'ai acheté ce petit assortiment de thé de Noël. Je les ai bien remballés pour vous montrer tout ça, mais j'en ai déjà testé un. Donc moi j'ai testé celui-ci qui s'appelle Douce Nuit d'hiver. Donc c'est le thé noir de Noël, saveur amande et cerise. C'était très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pourtant, je suis pas toujours très thé fruits rouges, mais celui-là, je l'ai trouvé délicieux. Mon copain, il a goûté le thé vert de Noël orange cannelle qui s'appelle Noël sous les étoiles. Je sais pas si vous voyez bien ce qu'avec la lumière. Voilà, là vous voyez bien. Donc voilà, les boîtes sont vraiment très jolies. Et le dernier, donc celui qu'on n'a pas encore goûté, c'est Féerie de Noël, thé noir de Noël saveur noisette et vanille. Et honnêtement, il sent hyper bon aussi, donc je le testerai peut-être demain. Je le testerai peut-être demain, je verrai, parce que l'auteur me tente beaucoup. Mais avec mon calendrier de l'Avent de thé, c'est vrai que je bois principalement les thés de mon calendrier et que j'ai pas le temps de goûter plein d'autres choses, mais je peux pas m'en empêcher d'acheter des petits thés comme ça dans des petites boîtes, et surtout que toutes les saveurs me tentaient énormément. Je n'ai pas pu résister. Comme prévu, j'ai terminé La femme seule hier soir. Voilà, il y a Aïda. Je garde le chien de mes beaux-parents, donc je vous la montre 2 secondes parce que je sais que vous la trouvez mignonne. Voilà, va un peu plus loin, chou. Donc, j'ai terminé La femme seule de Héloïse Steyart. Non, ça va pas être possible. Je disais donc, j'ai terminé La femme seule de Héloïse Steyart. Je vous en ai déjà un petit peu parlé hier. Mon avis n'a pas tellement changé. C'est un roman qui est assez court, donc j'ai su le lire assez vite. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent parce que c'est vraiment l'histoire de la vie d'une femme, sa vie quotidienne, sa vie assez classique. Donc dans l'intrigue, je pense pas que ça me marquera, je pense pas que je m'en rappellerai très longtemps parce qu'on est sur une intrigue somme toute très classique. Mais c'est plutôt dans tous les questionnements qu'il y a derrière cette intrigue que le roman prend sens et que le roman est important et intéressant parce qu'on aborde plein de thématiques qui sont encore très souvent tabous, de thématiques qui touchent
surtout les femmes, c'est la charge mentale, la dépression postpartum et le fait de vouloir être une femme, pas juste d'être une mère, d'être une épouse, même si on aime ses rôles, de vouloir aussi s'accomplir personnellement, professionnellement en tant que femme. On est avec une héroïne qui est submergée, qui doit tout gérer en même temps et qui se dit tout le temps qu'elle n'est pas assez, qu'elle n'est pas assez performante, assez aimante, assez ceci, assez cela. Elle se met une pression de dingue. Je pense que c'est quelque chose dans lequel beaucoup de femmes peuvent se reconnaître et c'est vraiment ça que le livre explique. C'est vraiment pas mal. Le style est recherché. On voit que l'autrice, elle a mis du cœur à écrire quelque chose qui a une patte et qui a une plume bien particulière. Après, c'est pas forcément le style que moi je préfère, c'est juste mon impression personnelle parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui aiment bien ce style d'écriture là, c'est juste qu'avec moi le style l'a un peu moins fait et dans mon édition, enfin dans l'édition il y a quelques petites coquilles, donc ça c'est un peu dommage aussi. Mais de manière générale, je trouve que tout ce qui est soulevé dans ce roman est intéressant, est important, donc c'est vraiment une lecture que j'ai aimé faire. J'ai eu pas mal de réflexions qui me sont venues en tête, je trouve que ça fait réfléchir et que c'est vraiment intéressant. Donc si la thématique vous intéresse, je vous le recommande. Et c'est là-dessus que je vais terminer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, je vais vous le poster soit dans la journée, soit demain matin. J'espère que vous aurez le temps de le regarder parce que je sais qu'en ce moment on est un peu submergé de vidéos parce que tout le monde sort des vlogmas, beaucoup de gens font des vidéos quotidiennes, donc il y a beaucoup de vidéos à regarder, c'est un peu dur d'y arriver, de tout regarder, donc j'espère quand même que vous aurez le temps de regarder la vidéo, qu'elle vous plaira. Moi là aujourd'hui je vais commencer ma pile à lire du Cold Winter Challenge, enfin en tout cas je vais commencer mes lectures de l'hiver parce que le premier livre que j'ai prévu de lire n'est pas dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, c'est toujours comme ça de toute façon. Donc je vous en parlerai dans le prochain vlog et moi je vous laisse là, merci beaucoup, gros bisous.